Oui, vous savez, j'ai beaucoup écrit, comme vous le savez, y compris un livre. L'Occident a-t-il perdu la main? Et j'ai aussi donné une conférence TED sur les erreurs commises par l'Occident. Je tiens à souligner que lorsque je parle de la fin de l'ère de la domination occidentale sur l'histoire du monde, ce que nous observons actuellement, il ne s'agit pas de la fin de l'Occident, n'est-ce pas? L'Occident restera une civilisation forte et puissante, très forte, très puissante. Il dispose d'énormes ressources, et l'Occident réuni détient encore presque la majorité de l'économie mondiale. On ne peut donc pas l'écarter. Mais en même temps, si l'on observe les tendances, l'Occident devient-il en général plus puissant ou moins puissant? Il ne fait aucun doute que l'Occident devient moins puissant. Sa part du PIB mondial diminue. Et pour vous donner une statistique qui étonnerait vos auditeurs, vous savez, je viens d'Asie du Sud-Est, et notre organisation régionale est l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le PIB combiné de la région de l'ASEAN est d'environ 3,5 à 4 000 milliards de dollars, alors que l'Union européenne est 5 fois plus grande. Elle atteint 17,5 à 18 000 milliards. Et pourtant, malgré le fait que l'Union européenne soit bien plus grande que l'ASEAN, l'ASEAN a contribué davantage à la croissance économique mondiale durant la décennie 2010 à 2020 que l'Union européenne. C'est incroyable. Notre économie ne représente qu'un cinquième de la taille de l'UPM. Et pourtant, nous avons apporté une plus grande contribution à la croissance économique mondiale. C'est le signe que l'Europe, d'une certaine manière, est en déclin. Maintenant, l'économie américaine, elle, n'est pas en déclin. L'économie américaine reste encore très forte et puissante. Mais comme nous le savons tous, la société américaine traverse aujourd'hui de graves difficultés. Encore une fois, dans mon livre « La Chine a-t-elle gagné ?» au chapitre 7, je décris comment les États-Unis sont devenus, en pratique, une plutocratie. Et vous savez, lorsqu'on est une plutocratie, où tous les bénéfices du développement vont au 1% ou aux 0,1% les plus riches, et que les 50% les plus pauvres n'ont constaté aucune amélioration de leur niveau de vie depuis plusieurs décennies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et cela explique, d'ailleurs, et je suis sûr que nous en discuterons plus tard, pourquoi le peuple américain a voté pour un président populiste comme Donald Trump, car il voulait un président qui s'attaque aux élites américaines, qu'il estime l'avoir trahi. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux piliers de l'Occident sont l'Union européenne et les États-Unis, et tous deux peinent de manière très sérieuse à trouver la voie à suivre. Je ne vois donc absolument pas un retour de la domination occidentale sur l'histoire du monde. Bien sûr, l'autre grand problème que j'espère que nous aborderons, c'est qu'il existe différentes façons de gérer la fin de la domination occidentale. L'Occident pourrait le faire de manière plus avisée en apprenant à partager le pouvoir avec d'autres régions du monde. Mais c'est quelque chose que l'Occident est incapable de faire. Et ce n'est pas une affirmation gratuite. Bon, car, vous savez, je peux vous donner un exemple. Après la crise financière mondiale de 2008-2009, lors de la réunion du G20, les pays occidentaux ont convenu que les futurs dirigeants du FMI et de la Banque mondiale seraient sélectionnés sur la base du mérite et non de la nationalité. Et cela remonte, soit dit en passant, à 15 ou 16 ans. Et devinez quoi? Rien n'a changé. Ils insistent toujours pour que le président de la Banque mondiale soit un Américain et que le directeur du FMI soit un Européen. C'est un exemple de la réticence de l'Occident à partager le pouvoir avec le reste du monde. Et c'est pourquoi je pense qu'il est très important que le reste du monde essaye d'éduquer l'Occident sur la manière de gérer cette transition. Et je souligne toujours que je ne suis pas un ennemi de l'Occident. Je n'essaie pas de faire tomber l'Occident. J'essaie de guider l'Occident vers une manière plus sage de gérer son déclin relatif dans le monde.
Eh bien, vous savez, l'un des plus grands changements qui se sont produits dans notre ordre mondial au cours des 3 ou 4 dernières décennies a été la réémergence de la Chine en tant que grande puissance. C'est le plus grand changement qui soit survenu dans le monde. Mais il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont la Chine a émergé, que la plupart des gens ignorent, y compris en Occident. Traditionnellement, lorsque de grandes puissances émergent, à mesure qu'elles deviennent plus fortes, elles cherchent immédiatement à montrer leur puissance militaire, à lancer des guerres et à conquérir d'autres territoires. C'est ainsi que cela s'est toujours passé. En fait, l'homme qui a souligné cela est un professeur de Harvard que je connais bien, le professeur Graham Allison. Dans son livre intitulé Destined for War, que je cite dans mon ouvrage Has China Won, il explique que les Américains souhaitent souvent que la Chine devienne comme l'Amérique. Et il met en garde ses compatriotes américains. Faites attention à ce que vous souhaitez. Il dit que lorsque nous, Américains, sommes devenus puissants vers les années 1890, c'est à ce moment-là que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Il a dit, qu'avons-nous fait? Nous avons immédiatement déclaré la guerre à l'Espagne. Nous avons conquis les Philippines, nous avons conquis Cuba, nous avons saisi des territoires, nous avons mené des guerres. Il dit que c'est ce que font toutes les grandes puissances. Et il ajoute que, heureusement, la Chine ne se comporte pas comme les États-Unis lorsqu'ils sont devenus une grande puissance. Il est donc étonnant que la Chine n'ait pas mené de grandes guerres depuis 1969, lorsqu'elle a eu un important conflit avec le Vietnam à la frontière sino-vietnamienne. Cela fait 46 ans. Bien sûr, il y a eu des escarmouches, des incidents en mer et ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu de grande guerre. Et c'est remarquable qu'une grande puissance émerge de la façon dont la Chine l'a fait, sans mener de grandes guerres. Et c'est quelque chose, it's irréversible. Par conséquent, le reste du monde devrait collaborer avec la Chine pour tenter de l'intégrer dans ce nouvel ordre mondial et ainsi parvenir à un résultat plus pacifique. Malheureusement, les populations des États-Unis et de l'Europe ne gèrent ni intelligemment ni efficacement le retour de la Chine. Les États-Unis essaient toujours d'entraver l'ascension de la Chine, même si, comme je l'ai soutenu dans mon livre « La Chine a-t-elle gagné ?», cela est impossible. Ils n'y parviendront pas. Et vous avez sûrement constaté que tous les efforts déployés par les États-Unis pour freiner le développement technologique de la Chine ont échoué, n'est-ce pas? Et la Chine a continué de croître et de se développer. De même, les Européens n'ont pas non plus réussi à gérer l'ascension ou le retour de la Chine. Et par conséquent, les relations entre l'Europe et la Chine ne sont pas très bonnes non plus. C'est un exemple du manque de sagesse occidentale dans la gestion du retour d'une grande puissance. Nous aborderons l'Asie du Sud un peu plus tard, mais professeur Mahboubani, pourriez-vous nous donner une idée de la façon dont les nations d'Asie du Sud-Est perçoivent la montée en puissance de la Chine, étant donné qu'il y a tant de propagande en Occident sur le fait que les Philippines ne seraient même pas prêtes à coexister avec la Chine. Il y a beaucoup de mythes concernant le Vietnam et la Chine aujourd'hui. Ce serait formidable si vous pouviez nous donner une meilleure idée de la manière dont les nations d'Asie du Sud-Est, ou l'ASEAN en tant que bloc, interagissent avec la Chine. Eh bien, comme vous le savez, en Asie du Sud-Est, nous avons une organisation régionale appelée l'ASEAN. L'ASEAN a été créée le 8 août 1967 en tant qu'organisation américaine. Aujourd'hui, l'organisation a grandi et réussi au fil des années. Ainsi, avec la montée en puissance de la Chine, on aurait pu s'attendre. Et d'ailleurs, lorsque l'ASEAN a été créée, Moscou et Pékin ont tous deux condamné sa création à ce qu'il y ait beaucoup de méfiance entre l'ASEAN et la Chine. Mais au contraire, on a vu se développer une relation très positive entre l'ASEAN,
pourtant pro-américaine, est la Chine. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que, selon moi, une chose que la plupart des gens ne comprennent pas ou n'apprécient pas suffisamment à propos des Chinois, c'est qu'ils sont toujours des penseurs à long terme. Ils planifient toujours en fonction de ce que sera le monde dans 2 ou 3 décennies et de la manière de s'y adapter. Laissez-moi vous donner un exemple concret. C'était en 2001, n'est-ce pas? Il y a 24 ans. À cette époque, la Chine n'était pas encore une grande puissance économique. En fait, l'économie américaine était alors 8 fois plus importante que celle de la Chine en 2001. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, la Chine est devenue le premier pays au monde à proposer un accord de libre-échange avec les pays de l'ASEAN. C'est d'ailleurs assez étonnant, car les meilleurs alliés de l'ASEAN étaient les États-Unis, puis l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais aucun de ces pays n'a proposé d'accord de libre-échange à l'ASEAN. Le premier pays à le faire fut la Chine, et cela a été une manœuvre préventive brillante de la part de la Chine face à toute politique américaine de confinement. Parce qu'en conséquence, je peux vous donner quelques statistiques. En 2001, le commerce des États-Unis avec l'ASEAN s'élevait à 135 milliards de dollars, soit 3 fois plus que le commerce de la Chine avec l'ASEAN, qui n'était que de 40 milliards de dollars. Donc le commerce américain était de 135 milliards de dollars. Celui de la Chine était de 40 milliards de dollars en 2001. Mais en 2022, 2 décennies plus tard, grâce à l'accord de libre-échange entre la Chine et l'ASEAN, même si le commerce des États-Unis avec l'ASEAN a considérablement augmenté, passant de 135 milliards à 500 milliards de dollars, le commerce de la Chine avec l'ASEAN est passé de 40 milliards à 975 milliards de dollars, presque 1 billion de dollars. On peut donc voir que les Chinois ont pensé à long terme et se sont demandé « Où voulons-nous être avec nos voisins de l'ASEAN dans 20 ans ?» Et en effet, ils voulaient voir une relation commerciale forte et prospère. Et cette relation commerciale a fait que les pays de l'ASEAN n'ont pas adhéré à une politique de confinement contre la Chine. En fait, bien qu'ils entretiennent toujours d'excellentes relations avec les États-Unis, ils ont aussi d'excellentes relations avec la Chine. Et c'est généralement la politique de tous les pays de l'ASEAN. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, ainsi que certains problèmes spécifiques. Dans le cas des Philippines, par exemple, celles-ci ont quelques différends avec la Chine concernant certains hauts fonds et récifs en mer de Chine méridionale. Mais, je pense qu'en général, les Philippines essaient toujours de suivre la politique de l'ASEAN, consistant à maintenir un certain degré de relation étroite avec la Chine.